Vous les utilisez tous les jours, sans même y penser. Et pourtant, sans certains d'entre eux, votre vie deviendrait un vrai chaos. Voici 15 inventions banales qui ont changé le monde. Commençons avec la numéro 1, le velcro. Le velcro paraît presque trop simple pour être important. 2 bandes de tissu, l'une recouverte de minuscules crochets, l'autre de boucles souples que l'on presse simplement l'une contre l'autre à la main. Pas d'engrenage, pas d'électronique, aucune pièce mobile à part des fibres flexibles. Et pourtant, cette petite invention a discrètement résolu des problèmes de fixation dans les domaines médical, spatial, industriel, vestimentaire et même dans les interventions d'urgence. Avant le velcro, tous les systèmes d'attache impliquaient un compromis. Les boutons étaient lents et peu résistants sous contrainte. Les fermetures éclairs se coinçaient, rouillaient et cédaient sous la saleté ou le gel. Les lacets se desserraient et les pressions demandaient précision et force. Dans les situations où la rapidité était essentielle, comme avec le matériel médical, l'équipement militaire ou les dispositifs spatiaux, ces systèmes devenaient peu fiables, voire dangereux. Le velcro a été inventé en 1941 par l'ingénieur suisse Georges de Mestral, après avoir remarqué que des bardanes restaient accrochées avec obstination au pelage de son chien lors d'une promenade dans les Alpes. En observant ces graines au microscope, il a découvert des centaines de minuscules crochets s'accrochant aux boucles des tissus et des poils. Au lieu de considérer cela comme une simple curiosité, il y a vu un véritable principe mécanique de fixation. Reproduire ce système à l'échelle industrielle a pris des années. Les premiers matériaux s'usaient rapidement et fabriquer ces crochets en grande quantité était complexe. La percée est venue avec le nylon, capable de conserver la forme des crochets tout en résistant à un usage répété. Dans les années 1950, de Mestral a breveté ce système à crochets et boucles et l'a nommé velcro, contraction des mots français velours et crochet. Cette invention a résolu un problème majeur, une fixation fiable sans besoin d'alignement, de force ou de précision. L'un des premiers grands utilisateurs du velcro a été la NASA. Dans l'espace, la gravité ne maintient rien en place et les systèmes de fixation traditionnels deviennent contraignants. Le velcro permet de sécuriser instantanément outils, sachets de nourriture et équipements tout en les récupérant facilement. Mais en dehors des missions spatiales, le velcro a transformé le domaine médical. Il a remplacé les lacets et les boucles dans les attelles orthopédiques, les tensiomètres et les vêtements adaptés. Pour les patients ayant une mobilité réduite, de l'arthrite ou des troubles neurologiques, il a rendu à nouveau possible l'habillage autonome. En médecine d'urgence, il permet de fixer rapidement des dispositifs de contention, des attelles et du matériel de surveillance lorsque chaque seconde compte. L'usage militaire, puis industriel, a rapidement suivi. Le velcro a servi à fixer des gilets pare-balles, des équipements de portage et des systèmes modulaires. Les pompiers et les secouristes l'ont adopté parce qu'il fonctionne dans la fumée, l'obscurité et des conditions extrêmes où la motricité fine est réduite. Bien sûr, il a ses limites et elles sont bien connues. Il perd en efficacité sous des forces de cisaillement importantes et peut se saturer de débris. Ce n'est pas un système de fixation structurelle, évidemment, mais ce n'était pas son objectif. Sa force réside dans sa rapidité et sa simplicité d'utilisation. Mais ce qui le rend vraiment remarquable, c'est le peu qu'il exige de l'utilisateur. Aucun outil, aucune formation, aucune précision, juste appuyer et tirer. C'est pour ça que le velcro est une petite invention qui a discrètement résolu d'énormes problèmes sans jamais paraître impressionnante au premier regard. Numéro 2. La ceinture de sécurité à 3 points. La ceinture de sécurité à 3 points est l'un des dispositifs de sécurité les plus simples jamais intégrés à une machine. Une bande de tissu, un verrou, un enrouleur, pas de moteur, pas de capteur, pas d'électronique. Et pourtant, elle est largement reconnue comme l'une des inventions ayant sauvé le plus de vies dans l'histoire de l'humanité. Avant les ceintures modernes, la sécurité automobile reposait presque entièrement sur la structure du véhicule et les compétences du conducteur. Les premiers systèmes de retenue, quand ils existaient, se limitaient à des ceintures ventrales, de simples sangles autour de la taille. Et si elles empêchaient l'éjection, elles introduisaient un nouveau problème, des blessures internes graves lors des décélérations brutales, car le haut du corps continuait sa course vers l'avant, se pliant violemment au-dessus de la ceinture. La percée a eu lieu en 1959 lorsque l'ingénieur suédois Niels Bohlin a conçu la ceinture à 3 points en travaillant pour Volvo.
Son système fixait la ceinture en 3 points, au niveau de l'épaule et des hanches, répartissant les forces d'un choc sur les parties les plus solides du corps humain, la cage thoracique, le bassin et les côtes. Mais le génie de cette invention ne résidait pas seulement dans sa biomécanique, il était aussi dans sa praticité. La ceinture pouvait être attachée d'une seule main, s'adapter à différentes morphologies et permettait des mouvements normaux pendant la conduite, tout en se bloquant instantanément lors d'un arrêt brutal. La décision de rendre le brevet accessible à tous est bien documentée. Plutôt que de limiter son utilisation pour des raisons commerciales, l'entreprise a autorisé les autres constructeurs à l'adopter librement, accélérant ainsi sa diffusion à l'échelle mondiale. Ce choix a joué un rôle majeur dans le fait que la ceinture à 3 points devienne une norme universelle plutôt qu'une technologie propriétaire. Son impact est pourtant difficile à mesurer, tant il est immense. Les études épidémiologiques montrent de manière constante que les ceintures à 3 points réduisent le risque de blessures mortelles d'environ 40 à 50% pour les occupants des sièges avant. Les agences de sécurité routière du monde entier estiment que les ceintures ont sauvé des millions de vies depuis leur introduction. Il existe cependant certaines limites. Les ceintures ne sont efficaces que si elles sont correctement portées et elles fonctionnent mieux en complément des airbags et des zones de déformation. Mais le mécanisme de base est resté quasiment inchangé depuis plus de 60 ans, tout simplement parce qu'il fonctionne. Une simple bande de tissu et un verrou ont transformé la sécurité routière à l'échelle mondiale. Peu d'inventions ont accompli autant avec si peu. Numéro 3. La pièce d'angle des conteneurs maritimes. Si vous avez déjà vu un conteneur de transport, vous avez déjà vu cette invention, même sans y prêter attention. À chaque coin d'un conteneur standard se trouve un petit bloc métallique renforcé, percé de trous ovales. Ce composant s'appelle une pièce d'angle, et malgré sa taille, il a résolu l'un des plus grands problèmes logistiques de l'histoire moderne. Comment transporter des marchandises de manière fiable à l'échelle de la planète? Avant la standardisation des conteneurs, le transport maritime mondial était chaotique et inefficace. Les cargaisons étaient chargées et déchargées pièce par pièce, caisses, barils, sacs, entièrement à la main. Ce système, appelé transport en vrac fractionné, était lent, demandait énormément de main-d'œuvre et exposait les marchandises au vol et aux dommages. Un navire pouvait passer des jours, voire des semaines, à quai simplement pour être déchargé. Les coûts étaient élevés, les délais imprévisibles, et le commerce mondial était freiné à chaque étape de transfert. Le conteneur moderne est souvent attribué à Malcolm McLean dans les années 1950. Mais les conteneurs seuls ne suffisaient pas à résoudre le problème. La véritable avancée, c'est la pièce d'angle, un élément standardisé qui permet de soulever, empiler, verrouiller et transporter les conteneurs avec les mêmes équipements partout dans le monde. Chaque pièce d'angle est conçue pour accueillir un mécanisme de verrouillage rotatif utilisé par les grues, les camions, les trains et les navires. Cela signifie que les conteneurs peuvent être transférés d'un moyen de transport à un autre sans être ouverts, ni même manipuler la marchandise à l'intérieur. La pièce d'angle a transformé les conteneurs en véritables blocs modulaires du commerce mondial. Ce qui la rend particulièrement remarquable, c'est sa précision. Ses dimensions, ses tolérances de résistance et toute sa géométrie ont dû être standardisées à l'échelle internationale. La moindre variation aurait rendu les équipements incompatibles entre pays. Grâce aux organismes de normalisation internationaux, cette pièce est devenue l'un des composants mécaniques les plus uniformisés au monde. Son impact a été colossal. Les coûts de transport ont chuté, selon certaines estimations, de plus de 90% par rapport aux méthodes traditionnelles. Les ports sont passés d'opérations lourdes en main-d'œuvre à des centres logistiques rapides et mécanisés. Des industries entières se sont déplacées à l'échelle mondiale, car transporter des marchandises à travers les océans est devenu peu coûteux et prévisible. Cette petite pièce d'acier a même transformé les villes. Les anciens ports ont décliné, remplacés par de vastes terminaux spécialisés. Les chaînes d'approvisionnement mondiales sont devenues possibles, et des produits du quotidien, des appareils électroniques aux vêtements en passant par l'alimentation, peuvent désormais être fabriqués à des milliers de kilomètres et livrés efficacement. La pièce d'angle n'a pas inventé le commerce mondial, mais elle a éliminé l'un de ses plus grands obstacles physiques. Sans elle, la conteneurisation moderne ne fonctionnerait tout simplement pas. Un petit morceau d'acier a discrètement rendu possible une mondialisation à une échelle que personne n'aurait imaginée au début du XXe siècle. Numéro 4. Le code TUR.
On les a tous déjà vus, ces fameux codes QR. Ça paraît presque insignifiant, un simple carré rempli de motifs noirs et blancs. Aucun mécanisme, aucune électronique, aucune source d'énergie. Et pourtant, cette invention visuelle extrêmement simple a résolu un problème majeur: relier instantanément des objets physiques à des informations numériques, de manière fiable et à grande échelle. Le code QR a été inventé en 1994 par Denso, une filiale de Toyota. À l'origine, il n'avait rien à voir avec les smartphones ou le marketing. Il a été conçu pour suivre les pièces automobiles pendant leur fabrication. Les codes barres traditionnels ne pouvaient stocker qu'une quantité limitée de données et devaient être scannés sous un angle précis. Ils devenaient aussi facilement illisibles s'ils étaient abîmés ou partiellement masqués. Le code QR a résolu tous ces problèmes. En encodant les données en 2 dimensions au lieu d'une seule, il peut contenir bien plus d'informations dans un espace réduit. Son motif carré distinctif permet au scanner de le détecter et de le lire sous presque n'importe quel angle. Et grâce à un système de correction d'erreurs intégré, même si jusqu'à 30% du code est endommagé, il peut toujours être décodé correctement. Cela rend les codes QR extrêmement robustes dans des conditions réelles. Sol d'usine sale, faible luminosité, surfaces abîmées, là où les codes barres échouent souvent. Pendant des années, ils sont restés quasiment invisibles pour le grand public, utilisés discrètement dans la logistique et l'industrie. Leur impact mondial n'est vraiment apparu qu'avec la généralisation des smartphones et des caméras devenues de véritables scanners universels. À partir de ce moment-là, les codes QR ont résolu un problème que personne n'avait vraiment réglé auparavant: créer un lien direct entre le monde physique et le monde numérique sans matériel spécifique. Pas de câble, pas d'application au départ, il suffisait simplement de pointer la caméra. Pendant la pandémie de Covid-19, ils sont devenus une infrastructure essentielle presque du jour au lendemain. Les restaurants ont remplacé les menus physiques, les entreprises les ont utilisés pour le traçage des contacts, et les aéroports, les événements et les systèmes de paiement les ont adoptés massivement. Cette technologie a fonctionné parce qu'elle était déjà standardisée, libre de droit et comprise partout dans le monde. Denso a rendu les spécifications publiques, ce qui a permis une adoption rapide, sans obstacles juridiques ni techniques. Bien sûr, il existe certaines limites. Les codes QR dépendent des caméras et des écrans, et leur mauvaise utilisation peut poser des problèmes de sécurité si l'on scanne des codes non fiables. Mais ces risques sont bien connus et maîtrisés. Ce qui les rend vraiment extraordinaires, c'est le peu qu'ils exigent. Aucun besoin de nouvelles infrastructures, aucun matériel propriétaire. Ils fonctionnent sur du papier, des écrans, des autocollants, des murs ou des panneaux. Un simple motif carré est devenu l'une des interfaces les plus importantes entre nous et le monde numérique. Numéro 5. Le plot routier réfléchissant. La nuit, les routes disparaissaient littéralement. Avant l'apparition des marqueurs réfléchissants, conduire après le coucher du soleil reposait presque entièrement sur les phares et sur des lignes peintes à peine visibles, qui s'effaçaient rapidement dans le brouillard, la pluie ou l'éblouissement. En cas de mauvaise visibilité, les conducteurs ne savaient souvent plus où se terminaient les voies, ni même où passait la route. Les accidents nocturnes étaient bien plus fréquents, surtout sur les routes rurales ou non éclairées. La solution s'est révélée étonnamment simple. Dans les années 1930, l'inventeur britannique Percy Shaw a mis au point un plot réfléchissant, plus connu sous le nom d'œil de chat. Il s'agit d'un petit dispositif intégré directement dans la chaussée, contenant des éléments en verre incliné qui renvoient la lumière des phares vers le conducteur. L'effet est immédiat. Les limites de la route semblent soudain briller dans l'obscurité. Mais ce qui rend cette invention particulièrement efficace, ce n'est pas seulement la réflexion, c'est aussi sa durabilité. L'œil de chat est monté dans un support en caoutchouc qui se comprime sous le poids des véhicules. Lorsqu'un pneu passe dessus, le boîtier se déforme et nettoie automatiquement le verre en essuyant la saleté. Ce mécanisme auto-nettoyant permet au réflecteur de rester visible, même sous la pluie ou dans la boue. Avec le temps, différentes variantes sont apparues, avec des couleurs spécifiques pour indiquer les types de voies, les bords de route ou les dangers. Les plots rouges signalent un sens interdit. Les oranges marquent les séparateurs centraux. Les blancs délimitent les voies. Et dans certaines régions, le bleu indique les accès pour les services d'urgence. L'impact sur la sécurité routière a été considérable.
Même si les réductions exactes d'accidents varient selon les pays et les périodes, les autorités de transport reconnaissent systématiquement que ces marqueurs améliorent la conduite de nuit et le maintien dans la voie. Il existe toutefois quelques limites. Les plots peuvent être endommagés par les chasse-neige, l'usure extrême ou une mauvaise installation. Dans certaines régions, ils sont remplacés par des lignes réfléchissantes ou des balises en plastique. Mais le principe reste le même. Un dispositif minuscule et passif a considérablement amélioré la perception des conducteurs. Il ne guide pas le véhicule, il ne prévient pas, il ne fait aucun bruit. Il se contente de renvoyer la lumière vers sa source. Et il résout un problème de visibilité qui causait autrefois des milliers de morts chaque année. Quelques morceaux de verre et de caoutchouc ont discrètement transformé la conduite de nuit dans le monde. Et c'est exactement ce qu'on appelle une petite invention qui résout un énorme problème. Numéro 6. Le filetage standardisé. La vis est ancienne, mais le filetage standardisé, lui, ne l'est pas. Et cette différence est essentielle. Avant la standardisation, les vis posaient un énorme problème. Au XVIIIe et XIXe siècle, elles étaient souvent fabriquées à la main. L'angle des filets, leur espacement et leur diamètre variaient énormément d'un atelier à l'autre. Un boulon provenant d'une usine ne pouvait pas s'adapter à un écrou fabriqué ailleurs. Les réparations étaient lentes, la production inefficace et les machines complexes difficiles à entretenir. Le problème n'était pas tant le fait d'assembler des pièces, mais leur interchangeabilité. Tout a changé dans les années 1840, lorsque l'ingénieur britannique Joseph Whitworth a introduit le premier système de filetage standardisé largement adopté. Il a défini avec précision les angles, les pas et les tolérances des filets, permettant à des pièces fabriquées dans des endroits différents de s'assembler parfaitement. Cela peut sembler anodin, mais les conséquences ont été immenses. Les filetages standardisés ont rendu la production de masse réellement possible. Les usines pouvaient désormais fabriquer des boulons, des écrous et des composants compatibles sans ajustement sur mesure. Les machines pouvaient être assemblées plus rapidement, réparées plus facilement et produites à grande échelle avec fiabilité. Des industries entières, des chemins de fer à la construction navale dépendaient de cette uniformité. D'autres normes ont ensuite vu le jour. Les États-Unis ont développé leur propre système de filetage, puis les standards métriques sont apparus et se sont imposés à l'échelle mondiale. Aujourd'hui, les organismes internationaux définissent ces spécifications avec une telle précision que des pièces fabriquées sur différents continents s'assemblent sans aucun problème. Ce filetage standardisé a également résolu un enjeu de sécurité. Des fixations incohérentes entraînaient des défaillances mécaniques, des filetages endommagés et parfois des pannes catastrophiques. La standardisation a réduit ces risques en garantissant des contraintes prévisibles et une compatibilité des matériaux. Cette invention n'a jamais fait la une. Elle n'a rien de spectaculaire, mais elle a discrètement permis à la civilisation industrielle de fonctionner à grande échelle. Chaque pont, chaque véhicule, chaque appareil et chaque usine reposent sur des fixations standardisées qui fonctionnent exactement comme prévu. Une simple décision de définir des angles et des mesures a transformé le chaos en compatibilité. Numéro 7. L'essuie-glace. Avant l'invention des essuie-glaces, conduire sous la pluie ou la neige était réellement dangereux. Les premières voitures étaient équipées de pare-brise plats et verticaux qui devenaient rapidement opaques dès que les précipitations commençaient. Les conducteurs étaient contraints de ralentir fortement, de se pencher hors de la fenêtre ou même de s'arrêter complètement pour nettoyer le verre à la main. En cas de forte pluie, la visibilité pouvait chuter à presque zéro en quelques secondes. Le problème était simple, mais critique. Les voitures pouvaient aller plus vite que les conducteurs ne pouvaient voir à travers un pare-brise mouillé. La solution est arrivée en 1903, lorsque l'inventrice américaine Mary Anderson a breveté un dispositif manuel de nettoyage du pare-brise. Son système utilisait une lame en caoutchouc fixée sur un bras mobile, actionnée par un levier à l'intérieur du véhicule. Les conducteurs pouvaient ainsi balayer la pluie, la neige et la grêle de leur champ de vision sans s'arrêter. À l'époque, l'idée a été rejetée. Les constructeurs pensaient que cela distrairait les conducteurs, et certains estimaient que ce n'était pas nécessaire, puisque les voitures n'étaient pas encore assez rapides pour que le manque de visibilité soit fatal. L'histoire a prouvé le contraire. À mesure que les véhicules sont devenus plus rapides et plus répandus, la visibilité est devenue un enjeu majeur de sécurité. Dès les années 1920, les essuie-glaces, désormais motorisés, ont commencé à être installés de série.
Avec le temps, le système a évolué vers des balais synchronisés, des modes intermittents, des capteurs de pluie et des designs aérodynamiques. Cette invention n'a pas nécessité de modifier les routes, la météo ou le comportement des conducteurs. Elle a simplement rétabli la visibilité. Même s'il est difficile d'isoler les essuie-glaces comme facteur unique dans les statistiques d'accidents, leur adoption universelle parle d'elle-même. Aucun véhicule moderne n'est considéré comme conforme sans un système d'essuie-glaces fonctionnel. Leur impact est évident. Des images comparatives de pare-brise sous la pluie, avec et sans essuie-glaces, montrent immédiatement la différence. Des prises de vue à grande vitesse révèlent comment les lames en caoutchouc évacuent l'eau, tandis que des ralentis montrent l'interaction entre le flux d'air et la pression des balais à haute vitesse. Bien sûr, il existe des limites. Les essuie-glaces peuvent étaler la saleté, s'user ou tomber en panne s'ils ne sont pas entretenus. Ils ne suppriment pas l'éblouissement ni la buée, qui nécessitent d'autres solutions comme le désembuage. Mais en tant qu'élément de sécurité de base, ils sont indispensables. L'essuie-glace n'a pas rendu les voitures plus sûres en absorbant les chocs ou en renforçant la structure. Il a fait quelque chose de plus fondamental. Il a permis aux conducteurs de voir où ils allaient. Un simple bras mécanique qui transforme le chaos en clarté et qui a rendu possible la conduite moderne par tous les temps. Numéro 8. La palette de transport en bois. Celle-ci est intéressante. La palette en bois est tellement courante qu'elle en devient presque invisible. Elle est plate, rectangulaire, brute, souvent jetée ou empilée derrière des entrepôts. Et pourtant, cette plateforme banale a résolu l'un des plus grands problèmes de la logistique industrielle. Comment déplacer des charges lourdes efficacement, de manière répétée et en toute sécurité. Avant les palettes, les usines et les entrepôts reposaient sur la manutention manuelle. Les cartons, sacs et caisses étaient déplacés un par un, ce qui limitait forcément la quantité de poids transporté à la fois. Cela ralentissait la distribution et entraînait de nombreuses blessures. Même avec les premiers chariots élévateurs, il n'existait aucun moyen standardisé de soulever des charges mixtes ou empilées. La palette a tout changé. Les palettes modernes sont apparues au début du XXe siècle avec l'essor des chariots élévateurs. En surélevant les marchandises de quelques centimètres et en standardisant les points d'entrée pour les fourches, elles ont permis aux machines de soulever des centaines, voire des milliers de kilogrammes en un seul mouvement. Une tâche qui nécessitait autrefois des dizaines de personnes pouvait désormais être réalisée par un seul opérateur en quelques secondes. Mais la véritable avancée n'était pas le bois, c'était la standardisation. Une fois que les dimensions des palettes sont devenues uniformes et que les usines ont été conçues autour de ces formats, les chariots élévateurs, les systèmes de rayonnage et les quais de chargement ont tous été adaptés aux mêmes mesures. Cette compatibilité a considérablement augmenté la productivité et réduit les temps de manutention dans toute la chaîne logistique. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les palettes sont devenues essentielles pour la logistique militaire. Les armées devaient déplacer rapidement des munitions, de la nourriture, du carburant et du matériel. Les charges palettisées pouvaient être transférées entre navires, trains et camions sans être déballées, ce qui réduisait les délais et les pertes. Aujourd'hui, des milliards de palettes sont en circulation. Elles transportent presque tout ce que vous utilisez: nourriture, appareils électroniques, matériaux de construction, médicaments. Même les entrepôts hautement automatisés continuent de les utiliser, car elles restent l'une des interfaces les plus fiables entre les marchandises et les machines. Il existe toutefois quelques compromis. Les palettes en bois s'usent, se fissurent et nécessitent des réparations ou un remplacement. Des alternatives en plastique ou en métal existent, mais le bois reste dominant parce qu'il est peu coûteux, réparable et largement disponible. Mais ce qui rend la palette remarquable, c'est justement sa simplicité. Elle ne suit pas les stocks, elle ne se déplace pas seule. Elle crée simplement un standard physique commun entre les humains et les machines. Cette fonction modeste a permis le développement de la logistique moderne. Une simple plateforme en bois a transformé la distribution mondiale. Elle a réduit les blessures, diminué les coûts et rendu la production de masse scalable. Peu d'inventions ont littéralement porté autant de poids dans le monde, tout en demandant si peu d'attention. Passons au numéro 9, l'aiguille hypodermique. L'aiguille hypodermique est un petit tube métallique creux doté d'une pointe affûtée. À première vue, elle paraît simple, presque rudimentaire comparée aux technologies médicales modernes.
Et pourtant, cette invention a résolu l'un des problèmes les plus critiques de la médecine. Administrer des doses précises de médicaments directement dans le corps, rapidement et de manière fiable. Avant les aiguilles hypodermiques, les méthodes d'administration étaient limitées. La plupart des traitements étaient pris par voie orale, appliqués sur la peau ou inhalés. Ces méthodes sont lentes, irrégulières et souvent peu efficaces. De nombreux médicaments étaient détruits par l'acidité de l'estomac, absorbés de manière imprévisible ou agissaient trop lentement pour être utiles en situation d'urgence. Les médecins et les chirurgiens ne disposaient d'aucun moyen fiable pour administrer rapidement des antidouleurs ou des médicaments vitaux. L'aiguille hypodermique moderne apparaît au milieu du 19e siècle. L'une des figures clés est Alexander Wood, qui en 1853 utilise une aiguille creuse pour injecter de la morphine sous la peau afin de soulager la douleur. À la même époque, le chirurgien français Charles-Gabriel Pravat développe un premier système de seringue à usage médical. Ces avancées indépendantes convergent vers une méthode standardisée, une seringue associée à une aiguille creuse capable de pénétrer la peau proprement. Son impact est immédiat et profond. Les médecins peuvent désormais administrer des doses précises directement dans les muscles, les veines ou sous la peau. Le soulagement de la douleur devient plus rapide et plus fiable. L'anesthésie chirurgicale devient praticable et contrôlable. Et la médecine d'urgence est transformée, car les médicaments peuvent être administrés en quelques secondes au lieu de minutes, voire d'heures. Les aiguilles hypodermiques ont également permis de généraliser la vaccination. Bien que certains vaccins existaient avant leur invention, l'injection standardisée a rendu les doses plus constantes et l'administration plus sûre. Les systèmes de santé publique ont ainsi pu protéger efficacement des millions de personnes contre des maladies autrefois incontrôlables. Bien sûr, il existe des limites et des risques bien connus. Une mauvaise utilisation peut provoquer des blessures ou des infections. La réutilisation des aiguilles et une élimination inappropriée ont contribué à la transmission de maladies dans certains contextes, ce qui a conduit au développement d'aiguilles sécurisées et à des protocoles médicaux stricts. Malgré cela, l'aiguille reste irremplaçable. Des alternatives modernes comme les injecteurs sans aiguille ou les systèmes transdermiques existent, mais aucune n'a réellement égalé la combinaison de précision, de rapidité et de faible coût de l'aiguille pour une si large gamme de médicaments. Un simple tube métallique a transformé la chirurgie, la gestion de la douleur et la vaccination. Peu d'inventions ont eu un impact aussi immense tout en étant physiquement aussi petites. Numéro 10. Le stylo à billes. Écrire semble être un problème résolu, jusqu'à ce qu'on regarde à quel point cela a longtemps été difficile de le faire de manière fiable. Avant le stylo à billes, les instruments d'écriture étaient fragiles, salissants et peu constants. Les stylos-plumes exigeaient une manipulation délicate, des recharges fréquentes et un angle précis pour fonctionner correctement. L'encre coulait, bavait et séchait lentement, et par temps froid ou en altitude, ces stylos tombaient souvent en panne. Ces limites n'étaient pas seulement gênantes, elles posaient de vrais problèmes dans les domaines des affaires, de l'éducation, de l'ingénierie et même des opérations militaires. Le stylo à billes a résolu tout cela grâce à une petite innovation mécanique. Son principe est étonnamment simple, une minuscule bille rotative placée dans un logement à la pointe du stylo. Lorsque le stylo glisse sur le papier, la bille tourne, récupère l'encre contenue dans la cartouche et la dépose sur la surface. En même temps, elle scelle le réservoir, empêchant les fuites et le dessèchement. Le concept a été breveté en 1938 par le journaliste hongrois László Bíró. Il avait remarqué que l'encre des journaux séchait rapidement et ne bavouillait pas, mais qu'elle était trop épaisse pour les stylos-plumes. Sa solution a été de modifier le mécanisme d'application plutôt que l'encre elle-même. L'invention a pris une importance particulière pendant la Seconde Guerre mondiale. La Royal Air Force britannique avait besoin de stylos capables de fonctionner en altitude, où les stylos-plumes fuyaient à cause de la pression. Les stylos à billes se sont révélés fiables, ce qui les rendait idéaux pour les pilotes, les navigateurs et les ingénieurs. Après la guerre, la production de masse a transformé le stylo à billes en l'un des outils les plus utilisés au monde. Son impact n'était pas technologique au sens moderne, mais purement pratique. L'écriture est devenue portable, bon marché et fiable partout. Le stylo à billes a démocratisé la communication écrite. Il ne nécessite ni formation, ni entretien, ni précaution particulière. Tout le monde peut écrire de manière constante sur presque n'importe quelle surface, dans presque n'importe quel environnement.
Il existe toutefois quelques limites. L'encre des stylos à billes offre moins de richesse expressive que celle des stylos plumes, et ces stylos sont souvent jetables, ce qui pose un léger problème environnemental. Mais le stylo à billes n'a pas rendu les gens plus intelligents ou plus rapides. Il a simplement éliminé les contraintes liées à l'écriture. Une minuscule bille en acier a résolu des siècles de problèmes liés à l'encre et a rendu l'écriture fiable dans presque toutes les conditions. Cette petite idée mécanique a transformé la manière dont le monde enregistre, partage et conserve de l'information. Numéro 11. L'allumette de sécurité. Le feu était indispensable bien avant l'électricité, le gaz ou les infrastructures modernes. Il servait à cuisiner, se chauffer, s'éclairer et travailler dans l'industrie. Mais au milieu du 19e siècle, allumer un feu était soit lent, soit dangereux, souvent les deux. Les premières méthodes reposaient sur le silex et l'acier, des pâtes chimiques ou des dispositifs à friction peu fiables et souvent risqués. L'allumette de sécurité a résolu ce problème grâce à une réaction contrôlée. Avant son invention, de nombreuses allumettes s'enflammaient trop facilement. Certaines pouvaient prendre feu simplement à cause du frottement dans une poche ou une boîte. D'autres utilisaient des substances toxiques, comme le phosphore blanc, provoquant de graves problèmes de santé. Les incendies et les intoxications étaient des conséquences fréquentes d'un objet pourtant destiné à un usage quotidien. La percée a eu lieu dans les années 1840 avec le développement de l'allumette de sécurité, largement attribuée au chimiste suédois Gustaf Erik Pach, puis perfectionnée par Johan Edvard Lundström. L'idée clé était la séparation. Au lieu de placer tous les composants réactifs sur la tête de l'allumette, l'élément le plus sensible, le phosphore rouge, a été placé sur une surface de friction spécifique. Ainsi, l'allumette ne s'enflamme que lorsqu'elle est frottée sur cette surface, et non par simple contact ou friction accidentelle. Le résultat a considérablement amélioré la sécurité et la fiabilité. Cette invention s'est répandue extrêmement rapidement. La Suède est devenue un leader mondial de la production d'allumettes, et les allumettes de sécurité ont remplacé les modèles précédents en Europe, puis dans le reste du monde. Le problème qu'elles ont résolu était majeur. Au XIXe siècle, les incendies étaient une cause fréquente de blessures et de pertes matérielles. Même si les allumettes de sécurité n'ont pas éliminé les risques d'incendie, elles ont fortement réduit les déclenchements accidentels lors du stockage et du transport. Bien sûr, il existe des limites. Elles impliquent toujours une flamme ouverte et peuvent provoquer des incendies en cas de mauvaise utilisation. Elles ont ensuite été complétées par les briquets et les systèmes d'allumage électrique. Mais aujourd'hui encore, des milliards d'allumettes de sécurité sont produites chaque année et restent un moyen essentiel d'allumer un feu dans de nombreuses régions du monde. Ce qui les rend remarquables, c'est qu'elles n'ont pas inventé le feu ni la combustion. Elles ont simplement rendu le feu contrôlable. Ce petit changement a évité d'innombrables accidents et a rendu la vie quotidienne bien plus sûre qu'elle ne l'avait été pendant des siècles. Numéro 12. La soupape de sécurité de l'autocuiseur. Autrefois, cuisiner était lent, non pas parce qu'on manquait de chaleur, mais parce qu'on manquait de contrôle. La cuisson sous pression existe sous une forme ou une autre depuis le XVIIe siècle. En emprisonnant la vapeur dans un récipient fermé, l'eau peut atteindre une température supérieure à son point d'ébullition normal, ce qui réduit considérablement le temps de cuisson et la consommation de combustible. Le problème, en revanche, c'était la sécurité. Les premiers autocuiseurs étaient imprévisibles et parfois catastrophiques. Si la pression devenait trop élevée, les récipients pouvaient exploser, et cela arrivait réellement. La solution a été un composant minuscule, la soupape de sécurité. Une soupape d'autocuiseur est conçue pour libérer l'excès de vapeur dès que la pression interne dépasse une certaine limite. Elle est souvent à peine plus grande qu'une pièce de monnaie, et pourtant elle a transformé un récipient dangereux en un outil maîtrisé et fiable. Cette petite invention a résolu plusieurs problèmes majeurs. D'abord, elle a rendu la cuisson sous pression sûre pour un usage quotidien. Sans un système fiable d'évacuation de la pression, cette technologie n'aurait jamais dépassé le stade expérimental. Grâce à elle, les autocuiseurs ont pu être utilisés en toute confiance dans les foyers du monde entier. Ensuite, elle a permis d'économiser énormément de temps et de combustible. Les autocuiseurs peuvent réduire le temps de cuisson de nombreux aliments jusqu'à 50%, voire 70%. Et dans les régions où le combustible est rare ou coûteux, cela a un impact considérable. Des temps de cuisson plus courts signifient moins de bois brûlé et des coûts réduits. Enfin, elle a amélioré l'accès à l'alimentation et la nutrition.
Des aliments qui nécessitaient autrefois des heures de cuisson, comme les haricots, les lentilles ou certaines céréales dures, sont devenus des éléments du quotidien. La soupape a également influencé la conception industrielle bien au-delà de la cuisine. Le même principe de base, la libération automatique de la pression, se retrouve dans les chaudières, les moteurs, les pipelines et même les systèmes chimiques. C'est un concept fondamental de l'ingénierie de sécurité. Bien sûr, il existe des limites. Les autocuiseurs doivent être entretenus, les joints peuvent s'user et une mauvaise utilisation reste dangereuse. Mais les normes de sécurité modernes existent précisément parce que la soupape a rendu la régulation et la prévisibilité possibles. Un récipient capable de contenir une pression extrême, rendu sûr grâce à un composant qu'on pourrait presque perdre dans sa poche. Cette petite soupape a transformé la cuisson sous pression, faisant passer un danger potentiel à une technologie domestique mondiale. Numéro 13. Le niveau à bulles. La construction moderne repose sur une hypothèse simple mais essentielle, que tout est réellement de niveau. Avant l'existence d'outils fiables, les bâtisseurs utilisaient des fils à plomb, leur jugement visuel ou parfois des canaux remplis d'eau. Ces méthodes fonctionnaient, mais elles étaient lentes, imprécises et difficiles à utiliser sur de courtes distances. De petites erreurs s'accumulaient rapidement, entraînant des sols irréguliers, des murs inclinés, de mauvais écoulements et des contraintes structurelles. Le niveau à bulles a résolu ce problème avec l'un des instruments les plus simples jamais conçus. Il se compose d'un tube légèrement incurvé et scellé, rempli de liquide, dans lequel se trouve une petite bulle d'air. Lorsque la bulle se place entre deux repères, la surface est de niveau. C'est tout. Pas d'électronique, pas de réglage sur place, aucune interprétation complexe, seulement une observation directe. Ce principe existe depuis des siècles, mais le niveau moderne est devenu réellement pratique au XVIIIe et XIXe siècle, avec les progrès de la fabrication du verre. À l'ère industrielle, les niveaux à bulles sont devenus compacts, robustes et suffisamment précis pour un usage quotidien sur les chantiers. Un mauvais nivellement affecte la répartition des charges, l'écoulement de l'eau, l'alignement des machines et même la solidité des structures. À mesure que les villes se sont développées et que les bâtiments ont gagné en hauteur, de simples erreurs d'alignement sont devenues de véritables risques. Le niveau à bulles permet aux ouvriers de vérifier instantanément la précision, encore et encore, sans formation spécialisée. Il existe toutefois quelques limites. Il mesure un niveau relatif, pas une position absolue, ce qui nécessite un bon étalonnage et le rend sensible aux dommages ou aux variations de température. Les niveaux laser modernes viennent compléter son usage pour les travaux de grande envergure. Mais encore aujourd'hui, le niveau à bulles reste un outil standard partout dans le monde. Les outils électriques s'en servent comme référence ou vérification, et sa fiabilité repose justement sur sa simplicité. Ce qui le rend remarquable, c'est qu'il rend la précision visible. Pas besoin de calcul, d'instruments complexes ou d'interprétation. La physique donne immédiatement la réponse. Cette simple bulle a résolu un problème qui touche chaque bâtiment, chaque route et chaque machine. Ce petit tube discret a permis l'exactitude de la civilisation moderne, et celle-ci en dépend. Numéro 14. La valve de pneu de vélo. À première vue, une valve de pneu de vélo paraît assez insignifiante. C'est une petite tige métallique avec un petit mécanisme interne, généralement longue de quelques centimètres. Et pourtant, ce minuscule composant a résolu l'un des plus grands problèmes pratiques du transport. Contenir, contrôler et regonfler de l'air sous pression dans un véhicule léger de manière fiable. Avant l'existence de valves efficaces, les pneus gonflables étaient peu fiables. Les premiers pneus pneumatiques perdaient constamment de l'air, étaient difficiles à regonfler et cédaient fréquemment à l'usage. Sans un moyen fiable de maintenir l'air sous pression tout en permettant un gonflage contrôlé, ces pneus restaient impraticables au quotidien. La percée a eu lieu à la fin du XIXe siècle avec le développement de valves unidirectionnelles fiables, notamment la valve Schrader, brevetée en 1893. L'innovation clé était simple mais essentielle. Un petit mécanisme à ressort permettant à l'air d'entrer sous pression, tout en se refermant immédiatement dès que cette pression cesse. L'air peut entrer facilement, mais ne s'échappe pas involontairement. Ce mécanisme minuscule a transformé les pneus gonflables d'une simple curiosité en une technologie fiable. Une fois ces valves devenues performantes, les pneus à air ont pu être utilisés à grande échelle. Les vélos sont devenus plus rapides,
plus confortable et bien plus efficace que les roues pleines. Pour de nombreuses personnes, notamment les travailleurs, le vélo est devenu un moyen de transport abordable, ne nécessitant ni animaux, ni carburant, ni infrastructures complexes. Le même principe de valve s'est rapidement étendu au-delà des vélos. Les automobiles ont adopté les pneus pneumatiques avec ce même type de valve. Les motos, les camions, les trains d'atterrissage des avions, les chariots industriels et même les fauteuils roulants reposent sur des pneus sous pression scellés par de petites valves standardisées. Bien sûr, il existe quelques limites. Les valves peuvent s'encrasser, s'user ou être endommagées. Différents standards existent, ce qui peut poser des problèmes de compatibilité. Mais le principe de base n'a quasiment pas changé depuis plus d'un siècle, simplement parce qu'il fonctionne. On n'y prête attention que lorsqu'elle tombe en panne. Pourtant, sans elle, les transports modernes ne fonctionneraient pas. Un minuscule mécanisme à ressort a libéré tout le potentiel de la mobilité pneumatique. Un résultat immense pour un composant qui tient au bout des doigts. Numéro 15. Le transistor. Physiquement, le transistor est minuscule. Les premiers modèles ressemblaient à de petits cylindres métalliques, tandis que les versions modernes sont microscopiques, gravées directement sur du silicium. Mais en termes d'impact, aucune petite invention n'a transformé le monde de manière aussi profonde. Avant le transistor, l'électronique reposait sur les tubes à vide. Ces composants en verre étaient volumineux, énergivores et peu durables. Les premiers ordinateurs occupaient des pièces entières, consommaient énormément d'énergie et tombaient régulièrement en panne à cause de tubes défectueux. L'électronique ne pouvait ni se miniaturiser, ni devenir portable, ni même être réellement accessible. Le transistor a changé tout cela en 1947. Développé au Bell Labs par John Bardeen, Walter Brattain et William Shockley, il utilise des matériaux semi-conducteurs pour contrôler le courant électrique sans pièces mobiles, sans filaments et sans vide. Il était plus petit, produisait moins de chaleur, plus robuste et bien plus efficace que tout ce qui existait auparavant. Le résultat immédiat a été la miniaturisation. Les radios sont devenues portables, les équipements militaires plus légers et plus fiables, et les ordinateurs sont passés de machines occupant des salles entières à des armoires, puis à des ordinateurs de bureau, des ordinateurs portables, jusqu'à intégrer aujourd'hui des milliards de transistors sur une seule puce, donnant naissance aux circuits intégrés et aux microprocesseurs. Tous les appareils numériques modernes reposent sur les transistors. Les smartphones, les ordinateurs, les satellites, les appareils d'imagerie médicale, les systèmes aéronautiques, les réseaux de communication et l'ensemble d'Internet sont construits sur des couches de logique basées sur des transistors. Sans eux, rien de tout cela n'existerait. Ce qui rend cette invention encore plus marquante, ce n'est pas seulement qu'elle a résolu un problème, mais qu'elle a supprimé une limite. L'électronique n'était plus contrainte par la chaleur, la taille ou la fragilité. Une fois cette barrière levée, tout le reste a suivi. Les données historiques montrent clairement cette transformation. La puissance de calcul a augmenté de manière exponentielle avec le nombre de transistors, un phénomène connu sous le nom de loi de Moore. Et même si ce rythme a ralenti, le principe reste le même. La civilisation moderne repose sur la commutation électrique contrôlée à une échelle microscopique. Le transistor n'a rien de spectaculaire à première vue, mais ses conséquences sont partout. Il est discrètement présent dans presque tous les objets que vous utilisez au quotidien, effectuant des milliards d'opérations chaque seconde sans attirer la moindre attention. Un dispositif plus petit qu'un grain de riz a remplacé des salles entières de machines et a transformé notre manière de communiquer, de calculer et de penser. C'est pour cela que le transistor est l'exemple ultime d'une petite invention ayant résolu d'énormes problèmes. N'oubliez pas le pouce en l'air si la vidéo vous a plu. Et surtout, abonnez-vous et activez la cloche des notifications.